Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Manuela Piccoli, Chief Human Resources Officer chez D'Ieteren Automotive. D'Ieteren est une entreprise belge active dans le secteur de la mobilité. Elle orchestre les réseaux de distribution des différentes marques automobiles en Belgique, telles que Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda et de voitures prestigieuses que sont Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti et Rimac. D'Ieteren s'inscrit aussi dans la nouvelle mobilité avec les vélos Lucien, la mobilité urbaine et partagée et l'innovation. Elle propose également des offres de financement et de leasing, ainsi que des solutions de recharge pour les véhicules électriques. D'Ieteren Automotive emploie 3000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros. Manuela a fait tout son parcours dans la maison avant d'occuper sa fonction de CHRO. Elle incarne parfaitement les valeurs de la société dont l'enthousiasme fait partie. Elle est une leader authentique et inspirante, portée sur l'initiative et le collectif. C'est quelqu'un qui ose aller de l'avant et sortir des sentiers battus. Nous parlerons de transparence, de collaboration, d'éthique, de ce qu'elle appelle la petite étincelle et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TransSearch et Q7 Leaders. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Manuela Piccoli, je suis Chief Human Resource Officer depuis quelques années maintenant et je travaille pour la société D'Ieteren Automotive. J'ai eu plusieurs casquettes chez D'Ieteren, souvent des casquettes qui sont liées au programme management. Donc, je ne suis pas une native HR, comme souvent c'est le cas dans cette fonction. J'ai travaillé, je dirais, à différents projets dans différentes entités de D'Ieteren Automotive. Et à un moment donné, le CEO, donc Denis Gurteman, m'a demandé si j'étais intéressée par cette fonction. Et en fait, ça tombait à point nommé parce que juste avant, j'avais pris la casquette de network, je dirais manager, pendant quelques années. Et c'est quoi un network manager ? C'est quelqu'un qui en réalité orchestre les différents réseaux de distribution. Et on était dans un gros travail de reconfiguration des réseaux. Et ce travail de reconfiguration m'avait permis je dirais, d'une part d'entrer dans certaines techniques de ce qu'on appelle des merge and acquisition, mais aussi d'entrer dans l'intimité des concessionnaires, de leurs familles, de parvenir ou pas à mettre autour de la table des personnes qui, de prime abord, étaient peut-être vues comme des frères ennemis depuis des années. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça alliait déjà à ce moment-là la technologie d'un côté et les ressources humaines de l'autre. Donc c'était, je dirais pour moi, une belle entrée en matière parce que les ressources humaines aujourd'hui, bien sûr, c'est beaucoup de technologie, c'est un cadre évidemment légal qu'on doit suivre de très près, mais c'est aussi et avant tout l'humain. Ce sont les gens. Ce sont vraiment comment pouvoir, voir de près, identifier la petite étincelle dont on parlera par la suite au niveau de la culture d'entreprise, mais qui est tellement importante. Et donc, le fait d'être arrivé dans le rôle que j'occupe aujourd'hui, je dirais, est quelque chose vraiment d'important parce que mon passé, justement, de project manager m'a permis d'identifier ce qui, moi, m'animait, qui était véritablement d'allier, encore une fois, la technologie d'un côté, mais aussi l'humain de l'autre. Voilà, en deux mots, ce qui, je dirais, fait que j'étais très emballée par la proposition de Denis. Bon, en plus, c'est une entreprise, du fait de mes différentes casquettes, que, bon, très humblement, je peux dire, connaître assez bien, avec des métiers très différents. Donc, D'Ieteren Automotive n'est pas un métier, c'est plein de métiers. Tu as le métier d'importation d'un côté, dont je parlais tantôt. Tu as le métier, je dirais, de logisticien, puisqu'on a un Herbsquers, qui est un nom très difficile à prononcer, mais donc sur la chaussée de Louvain. Tu as un magasin
qui vraiment assure la gestion opérationnelle des stocks de pièces de rechange et d'accessoires, qu'ensuite on livre à nos concessionnaires. Donc ça, c'est évidemment un autre métier très important. On a le métier de leasing et de location de nos produits avec VDFin. On a évidemment tous les métiers de services de support à ces différents métiers. Et puis évidemment, D'Ieteren Mobility Company, qui est vraiment le retailer. Nous avons notre propre retail. Et donc, ça amène D'Ieteren Automotive à pouvoir offrir à nos employés, nos collaborateurs, une palette de métiers très intéressante. Et tout ça sous le chapeau de la mobilité, puisqu'on a créé depuis quelques années maintenant, je dirais, différentes entités qui ont démarré comme des start-up et puis des scale-up, où on a Lucien, que tu connais, qui est vraiment une enseigne vélo dans toute sa déclinaison. On a évidemment Go Solar et Eddy qui offrent des possibilités de panneaux solaires et de bornes de chargement. Et donc on offre en fait à nos collaborateurs qui le souhaitent un parcours assez intéressant sous le chapeau de la mobilité. Que tu arrives par le prisme du retail ou que tu arrives par le prisme de l'importation, ça permet quand même aux collaborateurs véritablement d'avoir un parcours vraiment intéressant sous le chapeau de la mobilité. Il y a une culture de mobilité interne dans la société? Écoute, je ne dirais pas qu'on a une grande culture de mobilité interne parce que justement, chacun, je dirais, d'abord apprivoise l'environnement dans lequel il se trouve, mais nous avons en tout cas cette attention de pouvoir proposer à un moment donné aux collaborateurs de passer d'un métier X à un métier Y, alors soit temporairement, c'est-à-dire une mobilité temporaire qui se décline par pas de 6 mois. Donc, par exemple, quelqu'un qui arrive au retail pourrait ensuite, quand on sent qu'il a vraiment acquis la maturité du retail, passer 6 mois à l'import et puis ensuite peut-être aller 6 mois dans le pôle Lucien. Donc, on travaille à cela. Est-ce que c'est possible pour tous les collaborateurs? Non, parce qu'on est quand même une entité. Oui, sur le marché de l'emploi belge, on est une entité importante, mais au regard d'entreprises qui sont à l'international, on est un petit village gaulois. Et donc, on n'a pas non plus, si tu veux, cette grande capacité à pouvoir faire bouger des centaines de personnes assez facilement. Mais on y veille. Clairement, on y veille parce que c'est une caractéristique qu'on veut utiliser qui peut compenser le fait qu'on n'est pas à l'international, mais qu'on est un chouette village gaulois où de temps en temps, on te permet de passer, en effet, d'un métier à l'autre, si tu veux. Quel était le regard que tu portais sur la fonction RH avant de la rejoindre? Écoute, quel était le regard que j'avais sur la fonction RH? Pour moi, c'était une entité, en tout cas, déjà assez présente, mais dans des dimensions très hard skills, c'est-à-dire que les ressources humaines étaient déjà à l'époque excellentes sur d'abord une fiche de paie qui était parfaitement, je dirais, calculée, et ça paraît peut-être une évidence, mais ça ne l'est pas, pour maintenant connaître l'autre côté, je dirais, l'autre côté, si tu veux. Tout ce qui est justement la base d'une relation avec les ressources humaines, c'est évidemment les hard skills, c'est-à-dire des fiches de paye qui soient correctes, des congés correctement calculés, mais on était plutôt dans une dimension assez classique, qui sont les fondations, encore une fois, des ressources humaines. Donc, entre-temps, évidemment, les ressources humaines ont fortement évolué sur la dimension plutôt formation et soft skills. Ok. Est-ce que dans ta carrière, tu as des gens qui t'ont marqué, que tu considères comme des mentors? Écoute, en fait, je dirais qu'il y a évidemment des gens qui m'ont accompagné, et je ne dis pas ça parce que c'est le CEO, donc Denis Gorteman est quelqu'un qui m'a fortement inspiré, parce que lui-même, en fait, il a un parcours assez particulier. C'est quelqu'un qui est arrivé chez D'Ieteren Automotive,
qui est parti chez Belron, qui est revenu chez D'Ieteren Automotive, et qui est quelqu'un de très accessible. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment le sens du contact, qui connaît très très bien, je dirais, tous les arcanes de D'Ieteren Automotive. Et donc c'est quelqu'un qui m'a fortement inspirée parce que il a cette proximité, cette accessibilité qui pour moi est très importante. À côté de ça, il y a une autre personne qui, moi, m'a fortement inspirée, mais qui ne fait pas partie du groupe D'Ieteren, qui est quelqu'un plutôt qui vient du monde créatif, et qui est, malheureusement, qui est décédé il y a 3 ans, mais qui est en fait une personne qui, pour moi, m'a permis d'allier, si tu veux, le côté très structurant, carré, au côté innovant, osé, créatif. Et en fait, pour ne pas la nommer, cette dame s'appelait Daria de Martinov. C'est une dame qui a écrit toutes les paroles des chansons de Morane. Oh, magnifique. C'est quelqu'un, en fait, qui vivait sa passion. Et quand tu vis ta passion, ça te donne énormément d'énergie. Ça te nourrit, en fait. Et en fait, ça m'a, moi, vraiment appris à pouvoir identifier dans mon parcours ce qui était véritablement nourrissant pour moi. Et ça me permet, et en tout cas ça continue à me permettre d'aller chercher mon inspiration dans plein de choses. Des rencontres inattendues, comme le podcast qu'on fait ici maintenant. Par exemple, ce sont des expériences très intéressantes parce que ça permet d'allier le côté structure, très importante, mais au côté oser aller sur, je dirais, des sentiers quand même un peu plus innovants. Le fait, par exemple, de rencontrer Daria de Martinov personnellement, ça m'a permis véritablement d'aller vers un domaine qui est le domaine de la chanson, voilà, de la musique, et qui, pour moi, m'a beaucoup nourri et continue à me nourrir par ailleurs, donc fortement. Chouette, une référence tout à fait hors cadre business et traditionnel. Ça en dit Exact. beaucoup sur toi aussi, alors, si tu aimes des références hors cadre. À ce propos-là, quelles sont tes convictions en matière de leadership? Alors, pour moi, le leadership, qui est un sujet évidemment clé dans toutes les entreprises, ma conviction, c'est qu'un leader doit être certainement quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un qui doit transmettre justement sa passion, transmettre son énergie, aller au-delà des sentiers battus, justement. C'est-à-dire que quand on est avec son propre comité, c'est de pouvoir identifier, je dirais, pour chacune des personnes, ce qui pourrait la nourrir. Et ça peut être aller au-delà des sentiers classiques. Donc, par exemple, moi, il m'est déjà arrivé de proposer à l'une ou l'autre de mes collaboratrices, peut-être de faire, par exemple, de l'improvisation théâtrale. Parce que je sens la personne peut-être très au fait de sa connaissance technique, mais peut-être moins à l'aise dans le fait de pouvoir la partager avec d'autres. Et donc, le fait de pouvoir... Alors après, ça demande aussi d'entrer dans un certain niveau d'intimité avec la personne, mais normalement, je dirais, tu passes pas mal de temps avec tes N-1, hein, tes collaborateurs ou collaboratrices directes, et tu peux identifier, justement, dans des moments où on est en groupe, quelle est la place que chacun ou chacune occupe dans les discussions. Je pense qu'une autre chose très importante en matière de leadership, c'est l'authenticité. Qu'est-ce que tu entends par l'authenticité? C'est un thème qu'on utilise beaucoup. Qu'est-ce que tu entends, Qu'est-ce toi, que j'entends par l'authenticité? C'est véritablement ne pas avoir peur de parler vrai. Oui. Toujours en étant dans la bienveillance, évidemment. Toujours comment dirais-je, en veillant à ce que ce soit pour le bien de la collectivité. Hein. Mais je pense que le fait d'être spontané, d'être transparent, et donc d'être authentique, de pouvoir oser, je dirais, travailler en livre ouvert, c'est très important. Parce qu'à ce moment-là, tu embarques tout le monde avec le même niveau de connaissance. Et à ce moment-là, tu parviens à obtenir des résultats très importants. Aussi et certainement pour des sujets délicats. Parce que quand
on est aligné sur l'objectif à atteindre, en toute transparence, ça permet d'avoir des échanges beaucoup plus riches par la suite. Et un dernier élément pour moi qui est clé en matière de leadership, c'est qu'un leader ne doit pas avoir peur. Peur pour sa place, peur pour sa position. Il ne doit pas avoir peur d'oser remettre en question même sa fonction, en fait. Et quand tu allies tous ces éléments, ça fait de la personne un leader qui a beaucoup d'impact, qui a beaucoup de présence dans la façon dont il communique avec ses pairs aussi, hein, et avec son équipe. Et il parvient à emmener tout le monde beaucoup plus loin, en fait. Sur les éléments de transparence, comment tu gères ça? Parce que dans la fonction RH, c'est pas toujours évident. On est tenu parfois par de la confidentialité, on est parfois dans des relations comme des relations syndicales, qui sont des relations un peu normées. Comment tu tiens ce principe de transparence dans Mais ces ça cas-là? dépend très fort, évidemment, de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, par exemple, si on est dans un environnement syndical, bon, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas, évidemment. Mais par contre, je pense que enfin, moi, il m'est déjà arrivé d'être dans des situations très compliquées, évidemment, hein, mais je pense que quand on peut partager des moments où on dit, bah, écoutez, là, on n'a pas été suffisamment au fond des choses, ou là, on a fait une erreur, ou là, écoutez, en fait, on est là pour parler du bien de la collectivité et pas pour parler du bien individuel, on parvient à aller très loin dans les discussions. Bien sûr que quand tu es dans un cadre, je dirais, syndical, il y a ce qu'on appelle le dialogue social. Et le dialogue social, quand on peut abattre certaines cartes, permet d'aller très loin, en fait, même si on n'est pas d'accord sur tout. Mais bon, nous, on a vécu, je dirais, des moments très compliqués en 2020, où on était à la table des discussions. C'était des moments compliqués parce que D'Ieteren n'est pas une entreprise, je dirais, est une entreprise financièrement très saine, mais qui a dû prendre des décisions très compliquées en son temps pour anticiper des mouvements au sein du secteur, dans l'activité automobile, compliqués, qui allaient être compliqués. Et donc, le fait d'anticiper ces discussions compliquées a permis, en fait, je dirais, de pérenniser l'emploi, en fait. Donc, là, évidemment, c'est un cadre bien particulier que j'appelle donc le dialogue social, où on sait, je dirais, jusqu'où il faut aller dans la discussion, mais on peut aller très loin, je répète. Quand on est dans un comité de management, par exemple, là, on est dans un autre cadre, évidemment, puisque là, on discute avec ses N-1. Et là, pour moi, comme je le disais précédemment, il faut jouer la carte de la transparence. Si tu ne joues pas cette carte de la transparence, en fait, c'est comme si tu n'avais pas confiance dans ton comité de management. Et c'est clé, la confiance. Sinon, ça veut dire que tu t'es trompé dans le casting des gens qui t'entourent. C'est ça. Donc pour moi, la transparence est un gage de réussite. Et ça veut dire aussi que tu mets ta confiance dans les gens avec qui tu travailles au quotidien. Donc c'est clé. Au niveau de la transparence, il y a un principe que j'aime beaucoup qui consiste à dire, tu n'es pas obligé de tout dire à tout le monde, mais tout ce que tu dis doit être vrai. Exact. Et ça se sent. Hein. Tu es toujours rattrapé par, je dirais, si tu pars sur des pistes que tu ne sais pas expliquer, ou parce que, je ne sais pas moi, il y a un facteur individuel, ou à un moment donné, par exemple, tu ne joues pas la carte de la collectivité, mais tu joues la carte individuelle, tôt ou tard, ça te rattrape. Oui, oui. Tu parlais aussi de ne pas avoir peur. Ça veut dire que tu n'as jamais peur? Ça veut dire simplement que je n'ai pas peur pour ma place. Mais je peux, évidemment, bien me rendre compte que je vais rentrer dans des dialogues compliqués. Mais ce n'est pas de la peur, c'est de l'émotion. Ce n'est pas la même chose. Tu vois, quand par exemple, tu dois annoncer quelque chose de compliqué à quelqu'un, mais bon, oui, moi, ça m'est déjà arrivé de passer des nuits blanches
parce que je sais que je vais avoir une discussion très compliquée avec la personne, parce que par exemple, c'est une personne humainement très chouette, très chouette, mais qui malheureusement ne répond pas aux attentes de l'entreprise. Et donc, je vais devoir, à un moment donné, amener un discours compliqué avec la personne. Donc, c'est pas de la peur, en fait, c'est de l'empathie. Mais c'est pas de la peur. C'est véritable. Et Oui. c'est pas le fait de me dire, comment dirais-je, c'est pas de me remettre en question moi. Tu vois, c'est plutôt de dire, à ce moment-là, comment est-ce que je vais pouvoir donner une information suffisamment claire pour aider la personne à tourner la page et peut-être peut-être l'aider à prendre le recul elle-même nécessaire que pour aller vers quelque chose d'autre. Alors après, est-ce que ça veut dire que je ne doute jamais? Mais oui, bien sûr, je doute. Je pense que ça serait à faire preuve d'humilité que de ne jamais douter de soi. Mais à un moment donné, si tu veux, quand il s'agit de parler de l'autre, il faut pouvoir, comment expliquer? Il faut être certain, ou certaine plutôt, que tout a été mis en œuvre en amont pour arriver à parler de l'essentiel là maintenant. Autrement dit, si tu crois que tu peux encore aider quelqu'un avant d'arriver à un discours très compliqué, il faut le faire. Mettre à disposition, par exemple, une aide, du coaching, pour autant évidemment que la personne qui est face à toi soit disposée à l'écouter et qu'elle soit réceptive au feedback. Il y a des gens, je le vois, ils disent oui, 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 mais en fait ils pensent non. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Abilène. Le Et ça, syndrome de... d'Abilène, le Ah tiens, je syndrome connaissais pas ce d'Abilène, nom-là. c'est des gens qui te disent oui, mais tu vois dans leur comportement, dans leur regard, qu'en fait, ils ne sont pas ouverts à ça. C'est ça, donc ils disent oui parce qu'ils ne se sentent pas autorisés à dire non, ou parce qu'ils ont... Ou Ils peut-être ont parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir cette discussion. Tu ils ont vois, par peur de la exemple, confrontation. un jour, moi, il m'est arrivé dans le cas d'un 360, où on avait fait appel à une société externe. La personne avait reçu, via la société externe, son rapport où il y avait des choses confrontantes, voilà, pour la personne. Et la personne est venue me voir, c'était un N-1, une N-1 qui m'a dit, écoute, moi, je ne suis pas du tout alignée avec le feedback que j'ai reçu de mes pairs et de cette société externe qui a fait le 360. Et je voyais bien, alors que les faits étaient très factuels, et donc cette personne, en fait, est un exemple de, je ne suis pas OK avec le feedback que je reçois, mais je ne me demande pas pourquoi je reçois ce feedback de mes pairs. Et là, tu es face à quelqu'un qui se ferme, parce qu'évidemment, on a tous des blind spots, hein, et c'est parfois confrontant de se dire, il y a des points de développement importants, et on a des points de développement toute notre vie. Hein. Je pense que ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour apprendre toute notre vie, mais pour s'améliorer, pour voir voilà, là, en quoi je peux m'améliorer, en quoi je peux continuer à me développer. Et si je m'améliore et je me développe, c'est pour le bien de la collectivité, parce que je peux en faire bénéficier mes collègues, mon équipe, la collectivité pour laquelle je travaille. Je le dis. En l'occurrence, par rapport à la personne, comment tu l'as aidée là, quand tu voyais qu'elle était fermée au feedback, en l'occurrence, si tu peux le Ben, partager, quelle a été ta réaction? moi, je lui ai proposé qu'elle ne partage pas seulement avec moi, mais avec ses pairs, hein, qui faisait partie de mon comité de management. Et je pense que c'est intéressant, enfin, en tout cas, ça l'a aidée parce qu'elle a compris que ce qu'elle pensait n'était pas... Enfin, elle a compris en fait que même si elle avait sa propre conviction la concernant, ce qui compte, c'est la perception des autres. Et quand tout le monde a une autre perception que toi, il y a un moment où tu dois te dire, tiens, comment se fait-il qu'il y ait un décalage entre ma vision des choses et celle des autres? C'est important, c'est très important. Est-ce qu'il y a une idée avec laquelle tu n'es pas en accord dans le monde RH ou dans le business, le leadership, une idée courante avec laquelle tu n'es pas en accord? Pas en accord, je ne dirais pas, mais il y a quelque chose que j'ai appris en tout cas. Quand j'étais du côté business,
hein. Donc, comme je te le disais, je voyais le RH sous un certain prisme. Et je dirais souvent, les gens disent de moi, tu aimes bien quand ça avance. Et c'est vrai, moi, je dirais pour moi, c'est quelque chose d'important de pouvoir accompagner vraiment le business, d'avoir de l'impact sur le business. Et le business, évidemment, attend, est toujours sur les starting blocks des fonctions de support telles que le RH, l'IT. Bon, j'ai travaillé à l'IT pendant quelques temps aussi. Je sais très bien que c'est assez ingrat parce que ce sont, je dirais, des services qui contribuent aux fondations, je dirais, de l'entreprise. Et les fondations, par définition, c'est quelque chose qui ne se voit pas beaucoup, mais c'est ô combien nécessaire. Or, une chose que moi j'ai apprise depuis que je suis du côté RH, donc de l'autre côté du miroir, c'est qu'en fait, tout ce qui touche au RH prend du temps. Et c'est nécessaire de prendre le temps, comme la culture par exemple. Ce n'est pas quelque chose que tu instaures du jour au lendemain. Hein, c'est une toile de fond que tu tisses au fur et à mesure. Et quand tu vois que les gens commencent à s'imbiber de tout ça, ça veut dire que tu peux alors seulement passer à des doses homéopathiques pour pouvoir continuer à nourrir la collectivité de la culture qui est la nôtre. Et donc, une chose sur laquelle, c'est pas que je ne suis pas d'accord, mais une chose qui, moi, je dirais, m'interpelle, c'est que souvent le business dit, oui, mais ça doit aller vite. Avant, j'étais comme ça aussi, je m'empresse de le dire. Mais maintenant que je suis du côté RH, je sais que beaucoup de choses qui ont à voir avec tout ce qui est soft skills en matière de RH prend du temps. Parce que ça touche, c'est un peu, tu vois, il y a les fondations d'un côté, puis il y a le toit de cette maison qui s'appelle la culture d'une entreprise. Et ça, c'est précieux parce que ça touche à beaucoup de dimensions. Ça touche évidemment à l'humain, mais ça touche aussi à chaque personne liée à l'organisation. Et chacun s'imbibe de la culture de l'organisation de manière différente et à une vitesse différente. Donc, voilà, cette notion de vitesse dans les RH, souvent, ça prend du temps. Voilà. Ok. Et justement, la culture d'Audit Run, comment tu nous la décrirais? Écoute, la culture de Ditren, pour moi, elle est véritablement caractérisée par les valeurs qu'on a mises en avant. Ok. Il faut savoir que il y a de ça 4 ans maintenant. Donc, je t'ai dit que D'Ieteren Automotive donc, est la combinaison de beaucoup d'entités qu'on a fusionnées. Et donc, chacune d'entre elles a sa propre histoire, avec ses propres spécificités et avec ses propres valeurs. Tu Et à un parles des moment marques, donné, par exemple? Tu par parles des exemple, mais différentes pas que les marques de marques. voitures? Donc, il y a les Laquelle? marques, voilà, tu as les marques, mais tu as le retail, avec les garages, tu as Lucien avec évidemment ses activités vélo, tu as le pôle énergie et Go Solar avec sa propre histoire. Et à un moment donné, en quelques mots, on a quand même décidé de construire un set commun de culture, et donc un set commun pardon, de valeurs, qui donc sont les fondations de cette culture. Et en fait, ce qu'on a fait pour travailler sur le sujet, c'est qu'on a tendu le micro à nos collaborateurs, à l'ensemble de nos collaborateurs. On a tendu le micro à nos clients. Et in fine, si tu veux, on a créé un groupe pluridisciplinaire. Chaque personne représentait ces différentes entités. Et on est arrivé, je dirais, à un set commun de valeurs, excuse-moi, et qui sont basées beaucoup sur la collaboration, sur l'enthousiasme. On l'a décliné en anglais pour la facilité des choses, tu vois, sur le côté pioneer, hein, c'est-à-dire oser, entreprendre, sur le côté caring people et caring our customers, et le côté responsible, responsable, être responsable, là aussi de nos collaborateurs, mais aussi de l'impact sociétal que nous avons du fait de nos activités. Ce set commun de valeurs constitue vraiment la culture de l'entreprise. Et ce qui l'illustre, quelque part aussi, c'est le bâtiment qu'on a créé et qu'on a inauguré en mars de cette année, donc tout récent, sur la chaussée de Louvain, et qui est le D'Ieteren House. Quand tu rentres sur le D'Ieteren Park, tu as le D'Ieteren House. C'est un bâtiment très large,
qui s'installe sur 2 niveaux, le rez-de-chaussée et le premier, et qui accueille certainement, donc tu as des locataires là, je dirais fréquents, si je puis dire, que sont les marques dont tu parlais tantôt, le marketing, l'after sale, en tout cas pour la partie non magasin, et puis évidemment toute personne qui veut s'installer là, c'est comme un hub, peut passer la journée. Et il faut venir voir notre D'Ieteren House parce qu'il incarne véritablement la culture de D'Ieteren. Il favorise véritablement la collaboration. Donc par exemple, auparavant, les marques étaient chacune sur un étage dans un autre bâtiment, pas loin de là d'ailleurs, et chacun avait son espace et chacun, je dirais, occupait cet espace avec beaucoup de fierté, certes, mais sans beaucoup d'échanges entre les marques. Parce que le C'était des bâtiment, silos. déjà, voilà, c'était des silos. Et ici, on a veillé, si tu veux, à ce que chaque métier se parle, justement. Et je t'invite vraiment à venir voir notre bâtiment Et parce oui, qu'il est très inspirant, je pense. Hein. Et il n'y a pas longtemps, on est allé voir le bâtiment de Google à la Silicon Valley. Et Denis me disait, bah, écoute, en tout cas, évidemment, on n'a pas les mêmes moyens financiers que Google ou Microsoft, mais on n'a pas à pâlir de ce qu'on est parvenu à faire là maintenant sur notre D'Ieteren Park. Donc D'Ieteren House, c'est véritablement l'illustration de la culture de D'Ieteren Automotive. Beaucoup de collaboration, beaucoup de partage d'idées. Euh, on a même, pour la petite histoire, installé au premier étage un espace rond où il n'y a pas de place pour des PC, il n'y a pas de table. C'est un rond, si tu veux, avec des sièges en rond. Et tu peux même tirer, si tu veux, le rideau pour avoir vraiment une intimité de l'équipe qui s'y installerait. Et en fait, c'est là où tu parles de sujets parfois pour lesquels tu sens qu'on a besoin de faire des tours de table en respectant véritablement le temps de chacun. Hein, c'est les listening circles. Et ces listening circles permettent véritablement d'aborder des sujets qui parfois sont un peu sensibles, où on sent que tout le monde n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Tu as toujours des gens qui prennent plus de place que d'autres. Donc voilà, c'est une illustration de ce que le D'Ieteren House est et voilà, de notre envie de pouvoir davantage pousser les synergies, la collaboration et de casser les silos dont tu parlais tantôt. il y a une valeur, effectivement, là, je suis déjà venu chez vous, mais pas au D'Ieteren House, mais je prends l'invitation à la lettre, donc je viendrai te rendre Avec visite plaisir. sur place. Mais quand on s'est déjà rencontrés dans vos autres bâtiments, j'avais effectivement vu des cultures, dont celle d'enthousiasme, ce qui est quelque chose que j'ai jamais vu dans les autres entreprises. C'est vrai que des valeurs d'innovation, de collaboration, on les trouve dans plusieurs entreprises, mais cette valeur d'enthousiasme que d'ailleurs tu personnifies très bien, on en a la preuve ici dans ce podcast, elle vient d'où? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette valeur d'enthousiasme? Écoute, pour la petite histoire, dans le set précédent de valeurs de D'Ieteren Automotive au niveau des marques, enthousiasme était déjà présent. Et en fait, pour moi, c'est une valeur qui me parle énormément parce que je pense que si je devais l'illustrer, c'est l'étincelle que tu vois chez le collaborateur, chez la personne qui veut se joindre à notre organisation. Et c'est véritablement ce qui fait toute la différence. On peut faire très très bien son boulot, euh, et puis on peut le faire magnifiquement bien parce qu'on a envie d'y amener cette petite touche supplémentaire liée à sa propre personnalité. C'est véritablement je dirais, la petite touche, c'est le cherry on the cake, si tu veux, qu'on peut voir dans la façon dont une personne va se présenter, dans la façon dont une personne va animer une session, dans la façon dont quelqu'un va défendre son point de vue. C'est être déterminé, être persévérant, mais y mettre cette touche, tu vois, véritablement de passion, en fait. Et c'est la Oui. passion qui anime chacun, qui fait que le niveau d'engagement dans une organisation est élevé. Est-ce que Et oui, je t'en prie, je t'en Non, non, prie. vas-y, je voulais pas t'interrompre. Non, mais donc, tout simplement, c'est ce niveau, et donc ça se traduit par un niveau d'engagement élevé. Quand tu as des gens qui viennent le matin, qui ont envie de partager quelque chose, et ça peut être un bouquin que tu as lu, un podcast auquel tu as participé ou que tu as vu, ça peut être une musique
qui t'inspire. Donc voilà, il y a énormément de choses qui font que cette notion d'enthousiasme, tu l'aperçois. C'est aussi connaître les collaborateurs. Tu as beaucoup de gens qui sont, par exemple, passionnés par, je sais pas moi, la peinture, le chant, la poésie, les miniatures, que sais-je. Eh bien, c'est important que la personne puisse s'exprimer aussi par rapport à ça, parce que c'est ça qui rend cette touche d'humanité aussi dans la collectivité que nous formons, parce qu'on passe beaucoup d'heures ensemble, beaucoup, et donc de pouvoir s'octroyer un moment de partage sur voilà ce que j'ai fait ce week-end, voilà ce qui m'anime, eh bien ça change tout. Ça change tout à la culture de l'entreprise en fait. Est-ce que tu penses que ça peut être lié aussi aux produits que vous vendez? Alors, je sais que vous ne vendez pas que des voitures, vous vendez de la mobilité, mais il y a des belles voitures aussi dans vos marques. Et Absolument, voilà, absolument. ça peut Je faire partie pense, de la culture. oui, absolument. Je pense que le fait d'être passionné par la voiture, même si elle est revisitée sous toutes ses formes dans le cadre justement de notre plan de mobilité, mais c'est clé. Voilà, on doit pas, enfin, je trouve qu'on doit être très fier de présenter nos voitures. On doit se, aujourd'hui, je le vois aussi sur le parking, tu as des gens qui vraiment s'arrêtent pour voir une voiture d'un autre collègue et discuter. Donc ça se transmet, hein, c'est presque une... C'est quelque chose, la passion, c'est une maladie très, 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 très contagieuse. Et c'est très bien. Donc Chouette. voilà. C'est vraiment très très chouette. Cette idée d'étincelle, c'est très parlant. Euh, alors quand on parle de culture d'entreprise, évidemment, on peut parfois se retrouver aussi dans des tensions, des paradoxes, des dilemmes. Comment tu arrives à gérer ça? Parce que c'est un peu ton rôle peut-être de garder la ligne culturelle de l'entreprise, mais aussi Oui. se retrouver confronté à des paradoxes. Oui, je pense que à partir du moment où on croit terriblement dans, je dirais, l'impact que, je vais prendre un exemple très concret, hein, si on dit aujourd'hui chacune des marques, parce que c'est ça aussi le dilemme, est à la fois sous le chapeau d'Eaton, mais chacune des marques a sa spécificité. Et chacune des marques, évidemment, a ses propres objectifs, son propre PNL. Et donc, c'est important de comprendre quand même la difficulté de l'autre. Donc, par exemple, hein, moi, je le dis très souvent, j'ai énormément d'admiration pour les directeurs de marque parce qu'ils sont confrontés constamment aux pressions multiples. La pression, évidemment, des usines, du marché, des clients, les pressions du cadre, je dirais, fédéral, la pression de nos actionnaires, très logique. Et en même temps, eh bien, ils doivent à un moment donné se dire, OK, est-ce que je dois privilégier ma marque coûte que coûte, ou est-ce qu'à un moment donné, je ne peux pas faire appel à mon collègue sous le chapeau d'Eaton de l'autre marque pour garder le client au sein de notre organisation? Eh bien, ça, c'est un dilemme auquel un directeur de marque est confronté tous les jours. Et aujourd'hui, le fait justement d'avoir des gens, je dirais, qui soient ouverts à ce genre de réflexion, les ressources humaines peuvent vraiment aider en disant, mais véritablement, hein, l'enthousiasme, la collaboration, le fait de discuter, non pas en mode silo, mais en mode transversal, fait toute la différence. Et il fut un temps où ce n'était pas le cas. Et avec beaucoup de respect par rapport, encore une fois, aux directeurs de marque qui sont confrontés à ces bourrasques, je dirais, économiques, hein, fait qu'aujourd'hui, si on est entouré de gens qui ont vraiment cette hauteur de vue, pas seulement au niveau des directeurs de marque, mais dans leur propre comité de management, on parvient à avoir des discussions compliquées, mais avec toute la sérénité et avec le recul nécessaire. Ce que tu dis là me fait penser à Frédéric Laloux dans Reinventing Organizations, un célèbre livre qui a maintenant une dizaine d'années et qui parle notamment de wholeness, de capacité à accueillir l'humain comme une personne complète au travail et pas d'être quelqu'un finalement de différent au travail et à la maison, mais d'accueillir quelqu'un avec ses émotions, ses joies, son enthousiasme, ses difficultés, être dans le vrai. Donc ça me fait tout à fait penser à ça. Quand tu rajoutes là-dessus la collaboration, effectivement, on est très proche de ces modèles d'entreprise assez modernes,
qui sont pensées autrement que celles qu'on a pu voir dans le passé, qui étaient plus basées sur des entreprises pensées par des ingénieurs. Ici, on est plutôt sur des entreprises avec une dimension davantage humaine. Voilà, et d'où la nécessité, si je peux me permettre, Frédéric, d'ajouter Oui. une chose, c'est que d'où la nécessité quand on engage un collaborateur, qui va donc intégrer une équipe, c'est de veiller à ce qu'il y ait cette diversité de personnalités. Nous avons aussi évidemment des ingénieurs, et c'est très bien, carrés, très structurés. Et donc, c'est véritablement la diversité au sein de ces équipes qui rend les échanges très riches et qui permettent véritablement parfois de traverser des situations compliquées. Oui, chouette. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite dans ta carrière qui t'a servi de point d'apprentissage et que tu serais prête à partager? Certainement. Je l'ai d'ailleurs partagé il n'y a pas si longtemps au sein de Ditren. On avait organisé une session de cette même nature. En fait, quand j'ai pris la fonction de Chief Human Resource Officer, j'étais en mode, voilà, on avance, on se structure. Et en fait, si tu veux, j'avais été m'inspirer auprès d'autres organisations, d'entités qui étaient, comment dirais-je, orientées télécommunications, les énergies, le monde, je dirais, du luxe, et ainsi de suite, pour voir comment les ressources humaines étaient structurées. Ça m'intéressait vraiment de voir. Et en fait, en quelques mots, je suis revenue de là très convaincue. Je l'ai partagé à mes équipes en disant, les amis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'avançais trop vite pour les équipes en place. Et je me suis rendu compte, à un moment donné, que j'étais toute seule devant. Tu vois, il y a dans la bande dessinée Astérix, tu as à un moment donné l'armée romaine et tu as les soldats romains au début qui disent « ne poussez pas, pas trop vite devant » et les autres qui disent « ne poussez pas derrière ». C'est un petit peu ça le paradoxe, c'est que je me suis retrouvée à un moment donné en me disant « oui, j'ai beau communiquer, mais en fait, peut-être que je ne prends pas assez le temps, dont je parlais tantôt, le temps de pouvoir partager ça et d'écouter le feedback. Ça peut évidemment générer de l'angoisse au sein de certaines personnes des ressources humaines qui, pendant des années, avaient travaillé à une certaine cadence et dans des dimensions plus, comment dirais-je, traditionnelles, d'amener une dimension beaucoup plus, à l'époque, peut-être pionnière, qui était de dire, remettons-nous peut-être en question, voyons comment on peut mieux s'organiser ensemble. Et en fait, je pense que j'avais été trop vite. Ah oui. Voilà. Et le fait de ne pas prendre suffisamment le pouls du terrain fait que je me suis rendu compte à un moment donné, sans entrer trop dans le détail, mais qu'il y avait un décalage entre ma vision et l'une ou l'autre personne de mon équipe et tout le restant, je dirais, des équipes. Et ça, c'est important véritablement de pouvoir toujours monitorer le fait d'être aligné avec l'ensemble des collaborateurs. Pas seulement N-1, mais l'ensemble des collaborateurs. C'est important, me semble-t-il. Une très bonne leçon de ton expérience. Je voudrais un petit peu parler d'une spécificité de ta fonction, c'est le niveau d'énergie que tu as et qui est nécessaire à cette fonction. Comment tu gères ça dans la durée? C'est pas un sprint, on sait que c'est une course au long cours, être dans un rôle de leader, spécialement à ce niveau-là. Comment tu maintiens ton énergie? Mais personnellement, j'adore ce que je fais déjà. Oui. Je trouve que c'est un des métiers dans mon parcours professionnel qui me nourrit énormément parce qu'il y a cette dimension pluridisciplinaire. Tu vois, il y a l'humain, il y a les techniques, parce que je dirais les ressources humaines, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques. Il y a énormément, je dirais, d'éléments qui font que je me nourris de forums, de communautés, de bouquins, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, encore une fois.
le fait d'aller voir, j'ai eu cette chance de pouvoir partir à la Silicon Valley il y a un mois. Ce sont des expériences extraordinaires. Je remercie vraiment 1000 fois D'Itrain Automotive de me permettre de le faire. Et ça nourrit mon énergie. Parce que l'appétit vient en mangeant. Et donc, au plus tu découvres les choses, au plus tu as envie de découvrir d'autres choses. Et ça permet aussi de transmettre ça à tes équipes. Et voilà. Par ailleurs, je te parlais tantôt également d'avoir, chacun de nous, très humblement, doit trouver un petit peu également sa passion, peut-être dans un cadre un petit peu à côté du professionnel pur et dur. Donc moi, j'ai eu la chance, comme je te disais, de côtoyer Daria de Martinov, qui est donc cette dame qui, en fait, a écrit donc toutes les paroles des chansons de morale. Et en fait, ça m'a permis de m'ouvrir à une dimension très particulière qui est le chant et l'émotion. Et voilà. Et c'est quelque chose qui, moi, me donne beaucoup d'énergie, même si j'ai très peu de temps à y consacrer. Mais quand je le fais, ça m'ouvre, et ça m'ouvre à plein de dimensions qui me permettent de sortir de mes sentiers battus. Voilà, ça, c'est la façon à moi que j'ai de gérer mon énergie. Tu chantes avec un professeur en chorale ou tu chantes seul? Je chante avec un prof et maintenant on est passé à une autre phase. Voilà. On est dans une équipe et on crée nos propres spectacles de chant et on fait tout nous-mêmes. Et on essaie de mettre la barre très très haute, en tout cas le plus haut possible pour nous. Et c'est vraiment très intéressant en fait. Voilà. Donc chacun doit trouver ses sentiers un petit peu hors piste, quoi, tu vois, Oui. hors norme, Oui. pour le dire très humblement. Quand on parle du talent, comment tu repères chez quelqu'un, que ce soit de ton équipe ou de ton environnement professionnel chez D'Itrain Automotive, qui a du potentiel, qui a du talent, qui a quelque chose, et qu'est-ce que tu lui conseilles? En fait, comme tu dis, c'est quelqu'un qui a de l'appétit, qui est curieux, hein, qui vient avec des idées, comment dirais-je, qui trouve sa place dans tous les environnements de travail. Hein, ça peut être tantôt dans une équipe, tantôt dans un projet, ça peut être tantôt avec une initiative. Donc c'est quelqu'un qui amène plusieurs facettes de lui-même, en fait. Tu vois, c'est pas juste quelqu'un qui est bon dans son domaine d'expertise. C'est quelqu'un qui va au-delà. Et donc qui vient avec des initiatives, par exemple. Et qui le fait toujours avec bienveillance. J'insiste sur ce mot parce que c'est pour le bien de la collectivité. Hein, c'est donc trouver cet équilibre qui parfois est subtil entre, voilà, j'ai de l'appétit, à titre évidemment individuel, pour grandir dans l'organisation, mais je le fais pour le bien de la collectivité. Donc c'est véritablement quelqu'un, en fait, tu repères très vite les gens qui sont vraiment authentiquement, qui sont authentiques dans ce qu'ils font. Tu les repères. C'est ce que les Américains vont appeler genuine, hein, le Oui, terme genuine, oui. genuine Exact. interest. Est-ce que tu observes des nouvelles attentes chez les collaborateurs? En fait, il y a d'abord, quand on engage un nouveau collaborateur, et c'est sans doute lié évidemment aussi aux différentes générations, mais tu as d'abord le fait qu'un collaborateur a envie de savoir quelle est sa mission et quelle est la mission de l'entreprise. Hein, bon, ici en l'occurrence pour nous, ce n'est pas que vendre des voitures, c'est véritablement amener cette mission de mobilité accessible à tous, sous toutes ses déclinaisons. Et donc, un collaborateur, aujourd'hui, sera intéressé à la mission d'entreprise et est-ce qu'il peut valablement y contribuer. Ça, c'est quelque chose d'important. Autre chose, c'est véritablement la culture de l'entreprise. C'est quelque chose auquel les collaborateurs attachent beaucoup d'importance. Hein, dans toutes les dimensions qu'on vient de brasser ensemble, c'est de se dire, voilà, est-ce que je suis dans un environnement qui me permet de me déployer, de me développer, qui laisse la place à cette authenticité, cette discussion, cette remise en question, l'innovation. Est-ce qu'il y a de la place pour l'innovation? Donc ça, c'est véritablement très important. Et dans l'innovation, il y a évidemment toutes les nouvelles technologies qu'on doit immanquablement embarquer pour permettre à chacun de se développer dans des conditions les plus optimales possibles. Tu vois, donc
il y a quand même ces différentes dimensions qui sont très, très, très présentes. Pas seulement lorsqu'on engage quelqu'un, mais également quand on a repéré des talents dont on parlait tantôt dans l'organisation. Mais ces personnes très vite vont dire, voilà, est-ce qu'on est, on est en ligne avec l'ambition de l'entreprise? Est-ce qu'on a posé les jalons de cette ambition dans nos dimensions, RH, finance, marketing et ainsi de suite? Ah oui. Est-ce que dans les nouvelles générations, tu remarques des changements dans leur manière, dans leur attitude par rapport au travail? En tout cas, elles sont très... Je pense que les nouvelles générations, enfin de ce que moi je peux observer, sont très demandeuses de contribuer dans beaucoup de missions très variées. Donc ce qui est parfois pas évident, parce que évidemment, une personne qui arrive dans l'organisation, elle doit d'abord, je dirais, apprivoiser son environnement, s'approprier, je dirais, la fonction pleinement pour laquelle elle a été engagée. Mais très vite, ce sont des personnes qui ont envie de changement. Donc Oui. très vite, ça dépend évidemment du potentiel de la personne. La personne va vouloir, je dirais, découvrir d'autres fonctions. Et donc le challenge, c'est de trouver le subtil équilibre entre les besoins de l'entreprise qui, eux, sont quand même, je dirais, relativement évolutifs, mais de manière structurelle, et parfois une génération qui a envie de bouger très vite, hein, parfois de manière un petit peu, je ne vais pas dire anarchique, mais voilà, avec un rythme qui n'est pas toujours celui de l'entreprise. Ah Donc oui. c'est parfois des discussions saines, hein, et il faut qu'elles aient lieu. Et je trouve très bien qu'une personne s'exprime pour voir, voilà, comment est-ce qu'on peut quand même combiner les deux. On n'est pas par exemple, beaucoup de nouveaux collaborateurs disent, mais voilà, moi j'aimerais bien passer par telle et telle et telle et telle étape, et c'est très sain. Et en même temps, j'aime à leur rappeler qu'on n'est pas qu'une école, on est une société qui doit évidemment réaliser un certain nombre d'objectifs très concrets. Et donc, il faut trouver cet équilibre. Mais à partir du moment où le dialogue est là, on parvient à trouver cet équilibre. J'aime bien ton idée de subtil équilibre et de dialogue. Moi-même, parfois, j'ai rencontré des jeunes qui, après 2 ans, me disaient: «Ah, mais j'ai fait le tour de ma fonction.» Et j'avais toujours un dialogue pour dire: «Mais tiens, est-ce que tu as consolidé des acquis? Est-ce que tu fais que faire des tours? Ou est-ce qu'à un certain moment, tu veux consolider quelque chose pour asseoir des fondations pour le futur?» Et donc, c'était toujours des discussions intéressantes. Alors, je dis pas que j'avais nécessairement moi raison, parce que parfois, effectivement, certains sont très rapides, et à un moment, on commence à s'ennuyer. Il faut pouvoir détecter ça aussi à temps, hein. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Euh, alors, tu rentres d'un voyage dans la Silicon Valley. Qu'est-ce qui bat là dans le cœur de la Silicon Valley? Qu'est-ce que tu as vu comme tendance? De quoi on parle? Oui, oui. Alors, bon, évidemment que l'AI est une technologie qui chapeaute bien des technologies par ailleurs, mais qui était présente dans tout ce que moi j'ai pu observer. Et moi, ce qui me frappe, ce qui m'a frappé, excuse-moi, quand je suis revenue de ce séminaire, si je puis dire, si je devais le comparer à la Silicon Valley que j'ai vue il y a 15 ans, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, immense chance, c'est qu'il y a 15 ans, quand on parlait par exemple de la mobilité, ça restait très conceptuel, intéressant intellectuellement, mais très conceptuel. On ne Oui. parlait évidemment absolument pas de l'AI à ce moment-là. Là maintenant, quand j'y suis allée, j'ai vu des choses très concrètes, excessivement concrètes. Donc, l'impact, je dirais, de ces technologies sur notre quotidien, ce n'est pas du concept, c'est hic et nunc sur tous les métiers. Tu as voyagé en voiture sans conducteur, sans Tout chauffeur? à fait. Tous les Oui, tu soirs, as fait dans mon l'expérience. camion. Oui, 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 absolument. Et je dois t'avouer que j'avais une idée qui était beaucoup plus conceptuelle que ce que j'ai vécu. Donc, on était très concrètement assis dans un taxi, sans chauffeur, et je peux te dire que la vitesse et l'habileté avec laquelle cette voiture autonome se fondait dans le trafic était juste hallucinante, hein. Après, on voyait évidemment toutes les caméras dont était dotée la voiture, donc elle avait une vision qui était bien meilleure que par exemple la mienne en tant que conductrice potentielle de la voiture. Mais au début, c'est flippant, hein. Je peux quand même te dire que on s'est dit, ouf, est-ce qu'elle va anticiper des voitures qui arrivent dans l'autre sens, un feu rouge qui subitement passe de l'orange au rouge. C'était très
comment dirais-je, très impressionnant. Mais ce qui était d'autant plus impressionnant, c'est que donc on prenait cette voiture autonome tous les soirs en rentrant de tout notre parcours. Et au bout de 2 soirées, en fait, on oubliait presque qu'on était dans une voiture autonome. Donc l'humain s'habitue très vite. Et donc voilà, pour moi, le message que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est de dire l'AI vraiment est une réalité dont on ne doit pas avoir peur, mais qu'on doit prendre avec beaucoup de sérieux pour pouvoir, je dirais, anticiper cette vague technologique qui est à nos portes, en fait. Ouais. J'avais eu l'occasion aussi d'aller 2 fois dans la Silicon Valley. La dernière fois, ça doit être il y a 3 4 ans, je pense. Et j'avais aussi été très intéressé de voir le rôle des universités, ces grandes universités américaines qu'on trouve là-bas et qui poussent les chercheurs à l'entrepreneuriat, ce qui est assez différent des universités européennes, alors qu'ils le font aussi dans une moindre mesure. Et j'avais vraiment pris conscience que l'entreprise, c'est l'endroit où la science rencontre la société. La Absolument. science des universités est rendue disponible au public grâce à l'entreprise. Et là, ça devient très visible puisque il y a tous ces incubateurs de start-up, il y a tous ces chercheurs, parce que c'est souvent des scientifiques, des gens qui inventent tout ça. Ce sont des gens qui ont des grandes connaissances scientifiques. C'est parfois des gens qui sont dotés de doctorats, etc. Mais donc, on les pousse en dehors des universités pour rendre la science utile à la Oui, société en dehors des laboratoires. Ça, oui, c'était très marquant, je oui. trouve. Et je pense aussi que le rapprochement, comme tu le dis, hein, le rapprochement, je dirais, des entreprises et du monde académique, c'est quelque chose d'excessivement important parce que ça permet vraiment de donner cette couche de, comment dirais-je, de- d'approche très structurelle, même dans les formations qu'on peut donner à nos jeunes universitaires. Aujourd'hui, par exemple, d'ITRED, nous, on s'est investi dans une chaire avec l'ICHEC sur le management inspirationnel, Oui, oui, oui. euh, qui est importante en fait, parce que ça permet véritablement d'accompagner le manager, de lui donner cette dimension RH. Hein, je dirais, on parlait du leadership tantôt, mais non, ce n'est pas l'affaire du RH. Bon, le RH est le gardien du temple, évidemment, mais c'est le manager qui, au quotidien, est confronté avec les difficultés de son équipe, avec ses propres difficultés, qui doit pouvoir partager en toute humilité, en toute humanité. Mais c'est ce qui, encore une fois, fait toute la différence. Et donc, avoir un management inspirationnel est clé. Je pense que c'est ce qui va faire la différence d'une entreprise à l'autre. Oui. D'où l'idée, je pense, alors d'aller comme ça chercher son inspiration lors de Learning Expedition comme celle dont tu reviens, pour pouvoir partager ça avec nos équipes. C'est précieux d'avoir des leaders Absolument. qui vont chercher l'inspiration ailleurs et qui la ramènent dans l'entreprise. C'est clair. Euh, C'est clair, oui. Manu, tu es une femme. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire en tant que femme sur le leadership? Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques de ta carrière en tant que femme que tu voudrais partager ici? Mais je pense que, et au risque peut-être de déplaire à certaines personnes, mais je pense que ce n'est pas le fait d'être une femme qui doit différencier l'acception de leadership. Je pense que ce qui est important, c'est d'être convaincu. C'est d'avoir la conviction, on parlait d'énergie tantôt, la passion. À partir du moment où on est convaincu, passionné, qu'on a envie de transmettre des choses, euh, on peut être un leader tout aussi inspirant qu'on soit homme ou femme. C'est pas ça qui fait la différence. Mais il faut être convaincu de ça. Il ne faut pas se dire, parce que je suis femme, je dois activer certains éléments. Tu vois, il faut rester soi-même d'abord. Il faut pouvoir transmettre son expérience également, en toute humilité, parce que je pense que par exemple, si moi je peux transmettre quelque chose aujourd'hui aux personnes, aux femmes, c'est surtout n'ayez pas peur, venez, engagez-vous dans un parcours professionnel. Moi, je suis une femme qui a 2 enfants, 2 filles. J'ai eu la chance de pouvoir combiner tout ça. Ça s'est bien fait parce que j'avais un employeur qui a compris que j'avais très envie de m'impliquer dans l'organisation, mais que j'avais aussi besoin de m'occuper de mes enfants à certains moments. Après, évidemment, il y a plein de choses qu'on doit pouvoir combiner, mais je pense qu'il y a véritablement la place
pour la femme dans l'organisation, évidemment qu'elle a le fait d'avoir, aujourd'hui par exemple chez D-Trade, on a 30% de femmes. J'espère véritablement qu'on aura plus de femmes dans l'organisation, parce que je crois véritablement, en effet, on parlait de diversité tantôt, que d'avoir des équipes mixtes peut apporter beaucoup à la collectivité, mais pas parce qu'on est femme, c'est parce qu'on a cette compétence, qu'on a cet enthousiasme, cette conviction, qu'on peut transmettre et qu'on peut apporter des idées peut-être un peu innovantes, mais encore une fois, c'est venir avec son propre bagage et pas jouer sur le fait qu'on est homme ou femme. C'est ça, d'accord. Est-ce que dans ce monde, malgré tout, d'hommes de l'automobile au départ, tu as l'impression d'avoir dû te battre davantage? Alors, peut-être pas parce que j'étais plutôt en mode projet. Tu vois, j'étais pas, par exemple, dans le retail où j'aurais dû être à la réception, par exemple, qui est un métier très compliqué. Euh, euh, je ne l'ai jamais ressenti en tant que tel. Ok, chouette. Alors, on va passer la partie sur les tendances. Est-ce qu'il y a une tendance RH que tu trouves essentielle? Ben, écoute, clairement, pour moi, tout ce qui est leadership, on en parlait tantôt, ben, c'est véritablement clé. Elle permettra justement d'asseoir la culture de l'entreprise, d'avoir une culture qui est palpable et qui fait que le niveau d'engagement est important au sein de l'entreprise. Donc ça l'est certainement. Et dans le leadership, je pense qu'il y a une notion très importante également, c'est le fait de se sentir en sécurité. C'est une dimension importante du leadership dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici, mais Non? qui est clé. Hein, donc, Tu veux en dire davantage? oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir des collaborateurs ou des collaboratrices qui n'osent pas s'exprimer parce que, ou n'osent pas simplement lever la main, ne fût-ce que pour, par exemple, postuler pour une nouvelle fonction. Eh bien, elles doivent se sentir très à l'aise d'en parler très ouvertement avec leur manager et voilà, de convenir des étapes suivantes. Tu peux être confronté dans une organisation à je n'ose pas postuler parce que mon manager va m'empêcher de bouger, par exemple. Par exemple. Donc, le fait d'être dans une entreprise où on se sent en sécurité, où on peut aussi, si on est confronté à quelque chose, lever la main. Hein, par exemple, à comment dirais-je, un discours qui n'est peut-être pas à sa place, il faut pouvoir oser la main, lever la main, excuse-moi, et pouvoir en faire part, si vraiment c'est quelque chose d'important. Donc il doit y avoir pas mal de relais dans l'organisation qui permettent à la personne d'avoir une oreille attentive à ce qu'elle a vécu ou à ce qu'elle aurait été témoin de quelque chose qui n'est pas OK. Donc, j'en arrive à quelque chose d'important qui est le code éthique. Hein, chaque entreprise doit avoir un code éthique qui s'appuie sur les valeurs, qui s'appuie sur des comportements qui sont OK et d'autres clairement qui ne sont pas OK et qui doit être transmis à l'ensemble de la collectivité. Donc ça, c'est véritablement important. Dans les tendances, il faut prendre le temps d'aborder ces aspects d'éthique, véritablement. D'autant plus avec les AI, ça c'est une dimension évidemment digitale, mais il faut pouvoir veiller à ce que l'utilisation des data soit, je dirais, faite avec la conscience qu'on ne traite pas les datas, elles ne peuvent pas être traitées par n'importe qui et on ne peut pas en faire n'importe quoi. Donc il y a cette dimension leadership, éthique, qui est très importante. Et il y a la dimension évidemment gestion des talents, qui est clé, parce que je dirais plus que jamais, pouvoir garder, véritablement aller jusqu'au bout de qu'est-ce que je fais de ces gens que j'ai identifiés comme ayant du potentiel, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire également, et comment est-ce que je prépare ce talent of the future pour la collectivité. Et je disais également cette tendance, cette mise en prise en considération des différentes générations. Je pense que c'est comment est-ce que les différentes générations vivent côte à côte. C'est quelque chose auquel on est confronté et auquel on sera de plus en plus confronté, puisque aujourd'hui,
les générations, la durée des générations en fait devient de plus en plus courte. Et donc on a des profils de générations avec des besoins, des affirmations de plus en plus fortes. Et enfin, je pense que l'AI est quand même, je reviens là-dessus, mais c'est quelque chose qui va être très impactant pour l'ensemble des métiers. Et donc on doit prendre avec beaucoup de sérieux, avec une gouvernance forte. C'est quelque chose, je pense, qui va occuper les entreprises pour les mois et années à venir. Certainement, oui. Je note ici la sécurité et le cadrage, le cadrage notamment éthique, finalement donne la sécurité parce qu'on clarifie les règles, donc on donne du cadre, c'est un des éléments importants du leadership, c'est qu'il y ait le cadre de fonctionnement qui va du coup donner de la sécurité d'action, parce qu'on sait on sait quelles sont les permissions, on sait quelles sont les protections qui sont mises en place dans les organisations. C'est un des rôles importants du leader et probablement du leader RH d'une organisation. Clairement. Est-ce qu'il y a des tendances qui t'inquiètent ? Mais écoute, à titre, mais ça c'est purement personnel, mais il est clair aussi que ce qu'on observe, mais ça c'est plus large, c'est en termes de mondialisation, je pense que le fait, donc il touche vraiment la dimension RH, hein, le fait d'avoir accès à plein d'informations, mais de ne pas pouvoir la traiter avec toute la conscience possible est clé. Hein, d'ailleurs, on le voit, hein, tout ce qui touche à la cybersécurité, c'est quelque chose de très important et qui, oui, m'inquiète parce que cette dimension est tellement multifactorielle qu'elle peut être très lourde de conséquences. Et ça, pour moi, c'est véritablement inquiétant parce qu'on n'a pas pris la pleine conscience de l'impact de ce que ça peut représenter. Et donc, oui, pour moi, l'accès à l'information de manière mondiale est un élément à la fois attractif et à la fois qui peut être inquiétant s'il n'est pas pris avec tout le sérieux voulu. Oui. On va s'approcher de la conclusion de ce podcast qui était très, très intéressant, très inspirant dans beaucoup de choses que tu as dites. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais transmettre aux personnes qui suivent ce podcast ? Certainement, c'est qu'elles prennent énormément de plaisir dans ce qu'elles font. Oui. J'ai toujours dit à mes filles, quand je les déposais au bus, amusez-vous. Déjà, petite à l'école, je continuerai à dire, continuez à vous amuser, continuez à prendre du plaisir dans ce que vous faites, parce que je pense que l'appétit vient en mangeant, et donc au plus on prend du plaisir dans ce qu'on fait, au plus on sera ouvert à découvrir, on aura envie d'évoluer, et on apprend toute notre vie. Donc voilà ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu étais en mesure de donner un conseil à la personne que tu étais au début de ta carrière, qu'est-ce que tu te donnerais à toi-même comme conseil ? De continuer à être curieuse, de ne pas avoir peur d'emprunter des sentiers isolés, parce que voilà, je pense que ça peut amener la personne à prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'elle fait en fait. Quelle belle conclusion. Merci Manu. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton temps. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TransSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.